il y a un truc dans Paris, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'immeubles qui sont très hauts et ça rend la ville hyper étouffante, genre tu te sens vraiment enfermé par les murs, tu vois pas au-delà, genre c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont en mode j'ai besoin de quitter Paris, et c'est aussi pour ça que tout le monde pète un câble, genre dans cette ville où il y a trop de gens, où t'es étouffé par le monde autour de toi, tout va vite, tu dois avancer, tu dois être productif, et il y a vraiment des immeubles dressés comme des murs. C'est pour ça que je vous dis c'est hyper narcissique cette ville, parce que c'est de la manipulation inconsciente, en mode genre au début t'es là en mode genre ouais la foule ça m'énerve et tout, genre j'aime pas quand il y a trop de monde parce que moi je viens de la campagne et tout, mais tu vois je me suis rendu compte progressivement que je m'adaptais à des comportements parisiens que je ne valide pas, que je n'aime pas, mais sans même m'en rendre compte, genre que et du coup j'ai l'impression que c'est genre tu sais pas seulement t'es étouffé genre par l'infrastructure de la ville, genre les infrastructures, genre les bâtiments et tout, mais aussi par la dynamique genre super inconsciente de tous les gens de la ville, que genre tout le monde accepte, genre enfin tu sais c'est comme si on était un peu oppressé, genre manipulé, genre sans qu'on le veuille. Pour moi quand j'étais à la campagne, je pense il y a moi de 1 an, pour moi ça paraît juste aberrant que quand tu vois un métro où il y a une place de 10 cm sur 10 cm, j'essaye de m'y caler, je suis en mode non frère c'est ridicule, tu prends le prochain. Et maintenant oui je fais ça, j'essaye de forcer pour entrer dans le métro et je trouve ça pathétique déjà de faire ça, mais surtout de dire que c'est normal de faire ça, genre, et ça m'énerve que la ville elle arrive à avoir un pouvoir sur moi, que j'accepte ça. C'est le capitalisme qui s'exprime dans la ville, c'est le truc de on n'a pas beaucoup de temps, il faut le rentabiliser, il faut faire des trucs, il faut rapporter de l'argent au capital, genre il y a vraiment un truc du temps, d'aller le plus vite possible et tout. Je suis pas parisienne moi non plus, genre je suis vraiment vitriote, genre vraiment je viens de Vitry. Vitriote, c'est stylé comme nom. Ouais j'aime bien aussi. C'est un peu ta planète, tu vois. C'est mignon. Et j'ai vraiment grandi à Vitry. Je suis allée au collège à Vitry jusqu'en 4ème, et en 3ème j'ai changé de collège, je suis allée à Rognoni dans le 5ème, entre Jussieu et Place-Monge, vraiment explosion de la bourgeoisie, genre mais waouh c'est un autre monde, et en même temps j'étais émerveillée, en même temps dégoûtée de ce nouveau monde qui s'offrait à moi, et en même temps c'était la vie parisienne. Tu m'en sais. Je disais, genre, je sais pas pour rien qu'on a écrit dessus, c'est que c'est hyper agréable de flâner dans la street. Paris est une belle ville, des immeubles haussmanniens et tout, et je trouve que justement, tu disais, il y a plein d'endroits qui sont dégueulasses, mais ces endroits-là ont un grand charme, genre. Les trucs dégueux, là, les poubelles brûlées, moi j'adore. Brûlées, pourquoi pas, mais les poubelles en elles-mêmes. Bah, des fois, il y a un vrai charme, genre, je trouve que. Mais ça, c'est parce que viennent chercher des touristes, mais je veux dire que il y a quand même une. Pas de soucis. Un truc méga enfin genre moi quand je faisais plein de vélo je me disais putain c'est une belle ville tout le long du canal Saint-Martin, c'est un bonheur, genre c'est magnifique, tu vois. Je trouve que le chiant avec Paris c'est que c'est un peu un truc insaisissable, genre en mode toi tu te dis genre c'est une belle ville, il y a des beaux endroits mais ce sera toujours gâché par quelque chose. En mode c'est comme si genre t'as un magnifique décor mais genre ce qui se passe dedans et bah tu sais il y a trop de monde, trop de enfin genre économiquement c'est super compliqué et genre tu sais je suis un peu en mode oui c'est super de déambuler dans Paris, il y a plein de choses cool à faire dans Paris, mais genre on nous empêchera toujours d'avoir ce qu'on veut vraiment dans cette ville, genre même enfin du coup ça va avec la gentrification. Je sais que genre à chaque fois qu'on essaye de faire un truc genre de pauvre, genre de pas capitaliste, genre qu'on essaye de faire un truc différent et genre d'échapper un peu, il est commercialisé. Voilà c'est commercialisé et genre c'est pareil partout, enfin on peut pas du tout échapper au capitalisme. Mais franchement et je trouve que la ville de Paris c'est vraiment la parfaite l'exemple parfait illustration de ça. On va pas passer une seule minute à New York Mais moi je trouve que Paris elle concurrence vachement New York. Genre New York et Paris elles ont la même dynamique sur ça, parce que Paris c'est quand même c'est la première ville touristique du monde, donc elle a complètement elle date ça. Elle date ça sur la question du capitalisme. Paris elle est super chaud, genre en mode Mais c'est pas les quartiers qu'on côtoie, les touristes on les a pas mais non mais c'est ça qu'on veut dire, c'est que c'est les quartiers qu'on côtoie pas, mais pour un certain temps, parce qu'ils gentrifient tout. Mais genre juste quand tu demandais genre moi je trouve que franchement si je devrais dire un truc genre sur la jeunesse de Paris, alors que je suis pas du tout parisienne et que je suis là depuis que 1 an, je trouve que genre j'ai l'impression que la jeunesse de Paris et genre la jeunesse et j'inclus genre les pauvres et genre les gens qui sont exclus socialement et tout ça, genre j'ai l'impression qu'on est en lutte contre le capitalisme parisien pour trouver des endroits où il y a pas de foule, où on a notre autonomie, on peut faire ce qu'on veut, c'est détaché du capitalisme, pas trop cher, et que genre on est en lutte constante contre le capitalisme parisien parce qu'ils essaient toujours de commercialiser ce qu'on trouve de stylé dans Paris, de qu'on essaie de faire différent, là où il y a pas de foule, là où c'est pas cher, là où on peut faire ce qu'on veut, c'est dégueulasse, c'est moche. Voilà c'est ça, exactement, typiquement la Baudrière, tu vois genre en mode. Et c'est pour ça qu'on s'y sent aussi bien et que c'est là-bas qu'on se sent représenté. Ouais voilà, et tu vois genre la Baudrière là ils ont juste expulsé les gens, mais par exemple ils auraient pu, bon pas forcément avec un squat, mais genre ils auraient pu genre prendre un lieu ou genre un lieu où il y a des phénomènes genre de contre-culture et le commercialiser et capitaliser dessus. C'est vraiment un truc de la jeunesse, en mode on essaie grave de contrer la dynamique de Paris
On a du mal, parce que ça capitalise de partout, mais on continue sans relâche. C'est que genre tu luttes pour créer des endroits qui te représentent. Et ça qui est beau, c'est qu'on les crée et ensuite on s'y sent bien et ils vont finir par être niqués, mais c'est une boucle. Mais du coup, genre, tu sais, genre par rapport à ce que tu demandais, genre la jeunesse et tout, tu vois. Genre, moi je trouve que c'est une bonne manière, genre, quand tu. Putain, on est enregistré depuis tout à l'heure. Excusez-moi, c'est une blague, frère, personne ne m'a prévenu. Désolée, mais si je t'ai dit, c'est parce qu'on est C'était une petite enceinte, Comme c'était hyper intéressant ce qu'on disait, bon. Parce que vous êtes des énormes stars. Ouais, mes copines, ouais. Les signaux sonores, lents, deux en même temps, rapides. Au début, j'hésite. C'est les friteuses qui sonnent ou les poissons panés plus loin dans la cuisine. À la fin, je sais. Le bruit vient de ma poitrine, comme quand les basses la font vibrer. Comme quand je posais ma main d'enfant sur mon cœur avec l'impression qu'il allait exploser au son des démons de minuit. De nouvelles alarmes, les commandes internet sur le tableau de bord derrière moi. Mes mains sont trop grasses. Le bruit me fatigue. Je secoue la panière, lâche, reprends. Ça sonne, volte-face. La pelle avec le sachet au bout, la panière suspendue, au-dessus, les cuves, égouttées, secouées doucement. L'huile crépite et vient pincer mes avant-bras. Allez, c'est bon là, il ne faut pas y passer des heures non plus. Je la vide, je la jette avec les autres. Les clients qui renvoient leurs frites trop froides, envie de plonger leurs mains dans l'huile bouillante, les miennes rouges, le sel griffe. Un équipier a besoin d'une moyenne frite en urge et je la fais. Merci moyenne frite. Ils ne connaissent toujours pas mon prénom. Je tasse, secoue, relâche enfin. Une alerte, il faut secouer, 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 mais pas le temps. Quelqu'un appuie sur le bouton à ma place, agite brutalement la panière pour me reprocher de ne pas l'avoir fait, et les autres viennent. Ils disent en fait, il faut que tu... Mais je n'écoute plus. Il y a une énième explication au bout, et je n'ai pas le temps. Dans mon dos, le directeur chante qu'on ira tous au paradis. On ira.
je sais pas, le cinéma, C'est trop bizarre. ça vous en bouge pas un coin Bah, moi, je me sens pas concernée. Genre, je suis pas en mode. Le cinéma. Non, j'adore le cinéma. Je regarde de plus en plus de films. J'ai un vrai intérêt cinématographique, genre de culture cinématographique ces derniers temps. J'ai vraiment envie de regarder plein de films. J'en ai regardé pas mal cet été. Et je pense que ça a un vrai rôle dans la lutte. C'est un art qui peut faire passer beaucoup de choses. Et non, c'est génial comme art. Le déploiement Enfin, il y a plein de... Waouh, c'est trop cool. Non, c'est trop bien. Qu'est-ce qu'il doit représenter ? Ouais, qu'est-ce qu'il doit représenter dans une perspective politique? Mais la réalité des faits, en fait. Je veux dire, la fiction, c'est intéressant, c'est sympa, et ça fait partie du bonheur qu'on doit se donner et qu'on doit pouvoir donner à tous, que tout le monde devrait avoir. C'est agréable, on doit pouvoir rêver et flâner, en fait. Mais, genre, dans une réalité aussi violente qu'est la nôtre, le cinéma ne peut pas se permettre de romantiser tout ce qui se passe ou d'avoir un discours biaisé, genre sur la réalité des faits. Je pense qu'il a un rôle comme ça de pouvoir montrer avec genre objectivité, entre guillemets, à grande échelle au monde entier, la réalité des faits, en dehors des documentaires qui sont genre culturellement pas accessibles à tous, je veux dire... Grave, et c'est un moyen, surtout c'est un art qui a de l'image et du son, et ça putain, il y a tellement de choses à faire passer, genre c'est parfait en fait.
j'imagine un étudiant d'échange qui arrive et qui se retrouve à Tolbiac, qui pense être à la Sorbonne et qui arrive à Tolbiac. Et je me dis, ça doit faire bizarre. Non mais c'est bien parce qu'avec les ascenseurs de Tolbiac, tu peux t'habituer au métro. Ah ça c'est sûr, hein. À la promiscuité parisienne. Avec les gens, c'est... Moi j'aime bien justement quand les plus âgés critiquent notre génération en disant que de toute manière on ne veut pas travailler. Exactement, vous avez tout compris, nous ne voulons pas travailler dans ce système actuel. C'est exactement ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Donc oui, moi j'ai pas envie de me faire exploiter toute ma vie. J'ai pas envie de vivre dans un monde capitaliste jusqu'à la fin de mes jours. Donc oui, effectivement, j'ai pas envie de travailler si c'est ce système-là qui me fait travailler. Donc oui, c'est pour ça que la flânerie elle a de l'importance, parce que c'est dire non à ce système de production permanent. Genre non, moi j'ai pas envie. Non. Non au capitalisme. Non au capitalisme. Anticapitalisme. Ah. C'est ça, exactement. De toute manière, je pense que pour sortir de ce mouvement et de ce truc de production permanent et donc de ces emplois du temps, etc., de toute manière, c'est tout le temps lié au fait de briser des règles. Tu brises des règles parce que déjà, soit tu vas participer par exemple à une rave ou à une teuf, donc tu vas briser la règle de l'égalité, soit tu vas donc flâner, donc tu brises la règle du temps et de la productivité. Enfin en fait c'est tout le temps en fait, il faut briser soit des injonctions morales, éthiques, soi-disant morales ou éthiques qu'on t'a apprises, soit même des injonctions légales qui parfois sont en réalité stupides et qui bloquent, je pense, beaucoup d'apprentissage de l'autre et de partage. Enfin bon, voilà. Je pense que c'est assez important de briser les règles. Non, j'ai un dernier truc à dire. Okay. Mon chat est mort, on lui fait une dédicace. Miel, tu resteras dans nos cœurs et tu vas nous superviser de là-haut pour notre lutte contre le système actuel. Non, ce que je voulais dire, c'était juste par rapport à ce que je disais sur le fait de briser les règles. Là, je parlais vraiment de trucs un peu plus légers, donc le fait de faire des teufs, le fait juste de flâner, etc. Mais je pense que ça rejoint justement donc la lutte plus générale. En fait, c'est ça, c'est genre sortir des injonctions du système ou même de la société en général. Et c'est ça qui permet, je pense, individuellement déjà de se sortir de nos propres... de notre propre surmoi qui va du coup avoir je pense que c'est bien parfois de commencer à juste briser des petites règles parce que tu apprends à réaliser que certaines règles sont absurdes et que c'est pas parce que tu les as respectées toute ta vie qu'en fait elles ont de la valeur et qu'elles sont basées sur quelque chose de juste. Et c'est à toi aussi de déterminer qu'est-ce qui selon toi te semble juste et qu'est-ce qui pour un monde meilleur. Là je parle vraiment du coup d'un point de vue pour aller donc vers un monde plus égalitaire où la production n'est pas au cœur de notre recherche, etc. et même n'est plus le but absolu mais devient juste une nécessité. Donc, c'est-à-dire si on a besoin de produire des choses pour manger, mais c'est tout. Et donc si tu commences à briser comme ça ces petites règles de vie, tu commences à réaliser qu'il y en a beaucoup qui sont absurdes et que donc toutes les lois que le gouvernement met en place, t'es pas obligé de rester dans cette optique que de toute manière l'autorité au-dessus de toi elle est... En fait je pense que c'est un début de remise en question de l'autorité. Après ça dépend d'où t'en es dans ta politisation aussi. Mais je pense que pour le début de la politisation vers l'extrême gauche et la radicalisation, c'est important de remettre cette autorité en question. Et après du coup on peut voir plus grand et après là vraiment passer à une lutte plus active. Mais voilà.
on a été ouvreur à des moments de conférences, notamment macronistes, etc. Et c'est assez fou parce que quand t'es travailleur, tu deviens invisible en fait aux yeux des gens que tu sers en quelque sorte. Les gens ils te remarquent pas vraiment, t'es juste le bras qui porte leur plat, t'es pas un humain qui travaille et qui devrait remercier pour le service. Et c'était un peu ça, genre ils nous passent devant, limite ils nous parlent pas, ils nous disent pas bonjour. T'es pas pris en compte comme un humain qui a une conscience et qui est là pour une raison. Et nous on est là pour gagner de l'argent, eux ils sont là pour se faire plaisir, ils font des conférences entre avocats ou entre députés européens, juste pour s'écouter parler et se sucer la bite entre eux, concrètement, hein, parce que ce qu'ils font, il n'y a rien de productif. Hein. En fait juste des questions de vie de base qui ne sont pas posées. C'est plus des questions de ok, donc on a mis des HLM dans tel truc, bravo. Après, est-ce que la qualité du HLM elle est là? Pas forcément. Est-ce que les gens qui y habitent ils sont absents? Puis c'est très paradoxal aussi, du coup, le public qu'on reçoit qui est du coup un public extrêmement riche en fait. C'est tous des bourgeois qui parlent de classe populaire. Après, je pense qu'un autre milieu du travail, je pense étudiant, qui est un milieu d'exploitation très important, c'est le milieu de la restauration. Tu peux être pris, qui que ce soit est pris. J'avais aucune expérience dans la restauration, j'avais vraiment jamais travaillé dans la restauration. Le seul truc qu'ils m'ont demandé, c'est de teindre mes cheveux dans une couleur naturelle. En gros, j'avais pas le droit d'avoir les cheveux bleus, verts, rouges, machin. Et je devais porter des talons parce que j'étais vue comme une femme et les personnes vues comme des hommes devaient porter des costards. C'était le seul critère. En réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, tu es une devanture. T'es pas réellement quelqu'un qui a de l'importance en soi parce que donc j'avais jamais fait de restauration, donc j'avais pas les codes de comment tu tiens un plateau, comment tu sers quelqu'un, comment. En fait, c'est vraiment tu représentes juste ce que le resto veut que tu représentes. Donc si c'est un resto chic, tu t'habilles d'une certaine manière. Tu dois être beau selon des critères de beauté. Et la plupart des serveurs et des serveuses sont blancs. Évidemment. Je pense qu'on était, au total, on devait être une centaine de serveurs parce qu'en fait, ça roulait tout le temps. Et en fait, tu n'as aucune importance. Tu peux te faire virer du jour au lendemain et de toute manière il y aura des gens, c'est ce qu'ils te disent, ils te disent ok tu veux partir, tu te plains du système de manager, et écoute il n'y a pas de souci, va-t'en, pose ta lettre de démission, de toute manière il y a plein de gens derrière toi qui veulent taffer. Et ça c'est un argument hyper présent dans des milieux de travail qui sont des milieux précaires, donc comme la restauration, où en effet comme il y a un très gros manque d'emplois en France, les gens ils vont se rabattre sur les emplois qui sont donc plus précaire, où t'as pas vraiment de contrat, où tu vas être en extra, ou alors même parfois ils te donnent même pas de contrat, les cuisiniers n'avaient pas de contrat dans ce resto. Et c'est un argument extrêmement employé de en fait il y a d'autres gens derrière toi. Donc si tu te plains, tu te casses ou on te vire. Et voilà. Et je trouve ça absolument c'est ce truc de productivité permanente de toute manière, il n'y a pas de souci, il y aura des gens derrière toi, il y a d'autres gens qui ont besoin de taf, toi tu veux pas de ce taf parce que tu te plains, soi-disant t'as des mauvaises conditions de travail, on s'en fout. Moi je mangeais pas, je faisais des services de 10 heures, j'avais pas le temps pour manger, j'avais pas le temps pour aller aux toilettes, mais je savais que si je me plaignais, je me faisais juste virer et je perdais l'argent dont j'avais besoin quoi. Pour ce qui est de la cuisine, donc tout ce qui est de l'office, donc tout ce qui n'est pas visible par le client. Là par contre ça va être beaucoup de gens qui ont pas les papiers français parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens de les avoir, souvent des personnes beaucoup plus âgées, donc qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, qui ont immigré et qui avaient besoin d'un taf, et eux par contre leur contrat c'est pas clair. Ils parlent souvent pas bien français, ils ont souvent pas les moyens de se défendre, ils ont pas d'argent pour embaucher un avocat, et donc comme je disais, comme ils parlent pas français, même c'est un peu compliqué de communiquer avec les managers, et voilà, ils sont juste complètement couillés quoi, vraiment. Mais c'est toujours le truc de il y aura d'autres gens derrière toi, et donc ils restent parce qu'ils ont pas le choix. T'as le feu? Ah non, il est là. Il y a une bague. Elle va remplacer la bague que j'ai perdue. Bon, elle est vraiment moins bien. Mais bon. Je suis même pas sûre que ce soit une bague, c'est peut-être juste un. Non, c'est une bague, elle est jolie. Ouais, ça va. Wouhou. Merci Tolbiac. Que la personne qui trouve ma bague, si jamais cette projection arrive un jour, si vous avez trouvé une bague. Moi j'adore Tolbiac. Parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens de gauche et d'extrême gauche, donc c'est sympa. Et puis j'aime bien parce que les gens viennent beaucoup te parler dans la fosse. Ouais. Tu peux pas passer 10 minutes tranquille seul en train de fumer ta clope. Impossible. Après un dernier truc que je dirais aussi par rapport à Tolbiac, mais je pense que ça peut s'appliquer plus généralement au milieu d'extrême gauche et au milieu toto. On reste des bourgeois, au moins culturellement, et qui en vérité aimons bien nous écouter entre nous, mais ça reste quand même un milieu très fermé. L'université c'est un milieu d'apprentissage et tout le monde n'a pas accès à cet apprentissage, et tout le monde n'a pas accès à... Enfin même si le gouvernement aime à nous faire croire que l'éducation est accessible pour tout le monde, c'est pas vrai.
Donc, même si Tolbiac c'est très intéressant, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens qui sont de la même classe sociale que nous, qui ont le même capital culturel, tout du moins, pas forcément financier, mais culturel. Tolbiac, sinon c'était une idée de merde, une fac verticale que c'était pour pas dire qu'ils avaient pas assez de place. Exactement. Oups. Mince alors. Non, en vrai, ouais. Non, c'est sympa, le fait de pouvoir écrire, il y a quand même des petits coins où se cacher, tu peux écrire partout. Moi j'aime bien les escaliers de service un peu, avec tous les tags partout, ça c'est cool. Je ne sais pas qui est Com toujours. C'est un mystère depuis bientôt 3 ans dans ma vie. Tu es très connu dans cette fac. Je ne sais pas. Il, elle, je ne sais pas qui nous, tu es, mais Com. C'est nous. Com c'est nous. En fait, Com c'est Tolbiac. C'est nous tous en fait. Je m'appelle Com d'ailleurs. Plus d'anonymat dans le film, désolé. C'est moi Com. Non mais oui, c'est vrai que c'est cool quand même les escaliers. Là ils ont tout recouvert. C'était tellement beau Tolbiac après les occupations. Je pense que ça a été la plus belle, les plus belles phases de Tolbiac sont après les différentes occupations. Les amphis sont sublimes, ils sont ornés de beaux messages. Et malheureusement après on retrouve nos amphis tristes, sans fenêtres et sans espoir. Sans avenue. C'est ça. Ouais. C'est tout. Pardon. Qu'est-ce que ça peut être l'intro, ce bruit? C'est marrant parce qu'il y a un vrai truc de... surtout je trouve à notre âge, il faut vivre dans le présent, on dit tout le temps en mode pense pas trop à ce qu'il y a derrière toi, va de l'avant mais en même temps vis le moment présent parce que je sais pas, tout ce qu'il y a sur l'urgence climatique et tout, il y a un vrai stress de vivre dans le présent, genre absolument profiter du présent et tout, alors que c'est vachement dur surtout à notre âge où on vit pas mal de trucs durs je trouve, genre c'est vraiment une des périodes les plus compliquées de la vie, j'ai l'impression ce moment où tu passes à l'âge adulte, tu sors de l'enfance et de l'adolescence, c'est hyper confus je trouve, où est-ce que tu te situes dans ta vie, et on te demande de vivre dans le présent alors que tu es censé quitter quelque chose du passé et avancer vers le futur, du coup c'est hyper étrange je trouve le présent à notre âge, la manière dont on le considère et la manière dont on doit vivre dedans et... Ouais, puis il y a vraiment un truc où je pense qu'on est la première génération qui a le plus conscience du futur. Il y a vraiment ce truc qui est de plus en plus répandu de moi mon avenir il est incertain et c'est pas grave, étrangement c'est presque apaisant en fait. Surtout pour des étudiants et étudiantes en philo, on est un peu en mode... on nous pose souvent la question qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et j'ai l'impression que c'est vachement plus chill aussi pour nous. Moi je fais des études de philo et je sais pas ce qui m'attend plus tard. Et je sors avec mes potes et surtout je profite du temps en faisant rien. Genre, on fait partie vraiment de la première génération qui dit perdre son temps c'est bénéfique. Ouais, qui accepte de rien faire, de juste se poser avec des amis, de discuter, de parler parce qu'il y a plein de gens aussi qui pensent que philosopher c'est perdre son temps, genre réfléchir à la vie c'est pas agir et genre aussi pareil toujours dans notre société capitaliste, penser, réfléchir, lire, se cultiver, bon c'est pas très utile en fait, tu rapportes pas d'argent enfin tu fais pas du profit, tu rapportes pas d'argent au capital quoi, genre ça sert à rien. Ça sert à rien la philo, ça ne produit rien. Non mais c'est vrai, enfin nous on sait que si, mais je veux dire, genre ça produit rien matériellement et économiquement. Avant, le futur était donné, genre il y avait une perspective de croissance, de développement. Et là, on sait qu'on va probablement être au chômage, on n'espère pas, mais c'est très probable. Deuxièmement, il y a l'apocalypse climatique qui est quasiment prévu, prévisible, qui est déjà là. Et du coup, genre, le futur n'existe pas. Justement pour ça, nous, on se pose pas le problème parce qu'il n'y a pas de problème à se poser. Genre, il y a le présent pour nous, c'est tout ce qui existe. Et à mon avis, ça, c'est un problème et il faut renverser cet état des choses. Genre on peut pas, soit on regarde au passé mais on n'a pas une perspective à laquelle regarder, une perspective positive. Voilà, c'est... Toutes les nouvelles catastrophes naturelles là, c'est horrible, genre d'ouvrir Instagram et d'être tout le temps tu vois juste les images d'inondations, le tremblement de terre à Marrakech, les trucs en Libye, toutes les explosions, tous les trucs. Mais on a aussi le privilège de pouvoir s'en détacher. C'est-à-dire qu'on ouvre notre application Instagram, on le voit, mais on est en train de passer du bon temps. Mais à mon avis, c'est une illusion, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est en Libye, mais
Ici aussi, il y a plein de trucs qui se passent et genre on fait semblant que c'est pas ça nous nous qui touche pas, ouais. que ça ne touche pas, mais en vrai oui. Et c'est juste une question de chance et de temps. Et donc nous, c'est justement inconsciemment, on passe du bon temps parce qu'on sait que on va plus en passer bientôt. Les gens de notre âge en Espagne, en Grèce, en Italie, genre ont vécu avant cet été les pires incendies de l'histoire. Après, je sais pas, il y a quelques mois en Italie, il y a eu une inondation. Là, il y a une vague d'orage et en Espagne, genre les trucs sont en train de désertifier. Et donc voilà, genre c'est nous que dans cet instant, on n'a pas de problème et donc on ne veut pas voir le fait que genre c'est pour nous préserver qu'on le fait, probablement. Mais ça va, mais justement parce qu'on sait que les problèmes vont bientôt arriver pour nous aussi. Au-delà du côté, disons, du privilège social qu'on a en étant des étudiants et en pouvant flâner. Mais des perspectives, genre on ne pourra pas flâner toute la vie. La génération de nos parents, même si peut-être il y avait un discours de maintenant je galère pour flâner après, plus ou moins, ils avaient une idée de continuité, de bien-être continu que nous, on ne va pas voir. On passe à la suite. J'adore cette question, vraiment, on est sur France Culture. Est-ce que l'on peut mettre une petite musique, c'est la petite pause dans France Culture? Non. C'est la mauvaise herbe. Bravo Jean. Bravo Jean. Étant montreuilloise depuis maintenant 1 an, je me rappelle. Et donc elle commence à fermer, machin, et on lui dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et elle dit bah là au bout de la rue, vers Mairie de Montreuil, parce que cette rue mène à Mairie de Montreuil, elle dit Croix de Chavaux à Mairie de Montreuil. Et elle nous dit bah là en fait ça va péter là-bas, en fait là on sait, ça va être incendie et ça va être comme ça toute la nuit et probablement pour les prochains jours. Et elle nous dit bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement c'est pour Naël qui est mort et moi je soutiens complètement, juste on ferme le restaurant parce que voilà, mais... Et c'était incroyable de voir la force qu'il y avait, genre la détermination des gens, c'est-à-dire qu'à ce croisement entre la rue qui mène Croix de Chavaux à Mairie de Montreuil, jusqu'à donc Mairie de Montreuil, les bagnoles étaient incendiées, il y avait des feux noirs qui ravageaient absolument toute la rue, des hurlements, devant le poste de police. Parce que c'est vraiment à ce croisement qu'il y a genre le groupe poste de police et il y avait le rassemblement qui était devant, avec tout le monde. Et c'était beau, on était là à côté et il y a genre 4 meufs qui arrivent et qui se mettent à chanter des chants féministes, espagnols et français, comme ça. Et il y a ces meufs-là qui... Enfin, genre la réalité, on va dire, matérielle est hyper différente entre ces meufs qui sont des petites montreuilloises un petit peu bobo qui chantent des chants féministes à côté et ces mecs qui juste très littéralement étaient là parce que c'est leur réalité, c'est leur quotidien. Ouais. Et il y avait un truc super beau qui s'est créé, genre... C'est ça l'intersectionnalité en fait. Et il n'y avait aucun jugement entre personnes, c'est-à-dire que c'était beau ces mecs-là, regarder, écouter les chants féministes et d'autres qui par exemple n'allaient pas forcément oser cramer une voiture étaient là et soutenaient complètement et tout le monde faisait très attention les uns aux autres. Et il y avait vraiment une atmosphère genre de haine commune envers l'État alors qu'on n'était absolument pas tous touchés, on va dire, par les mêmes problématiques très matériellement. C'était vraiment hyper beau. Il faut absolument qu'il y ait genre une convergence, enfin qu'il y ait un rassemblement de ces luttes-là, mais je pense que ça peut pas être tout à fait horizontal. Je pense qu'il y a un travail à faire de la part des personnes privilégiées qui pourtant se sentent touchées par ces luttes-là, mais qui n'ont par exemple pas fait le déplacement pendant les émeutes. C'est effrayant. On dirait qu'une belle va surgir. Grosse fontaine, mais ça va dans tous les sens là. C'est peut-être un peu galère dans les Ouais, j'y pense. On se met là-bas, genre. Sinon, vous savez que là-bas il y a un banc disponible. Là-bas, il y a un banc, oui. Bah franchement je trouve que c'est juste la plus belle chose qui n'ait jamais existé au monde et la plus belle découverte intellectuelle et je pense que c'est ça qui peut nous sauver, très sincèrement. Je pense qu'en fait chaque mouvement politique est absolument voué à l'échec sans intersectionnalité, genre vraiment, genre l'oppression de chacun et l'oppression de tous, genre. Et je pense que juste à partir du moment où on comprend ça, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que le problème avec le système capitaliste, c'est que tout est relié. On n'a juste pas le choix, en fait, que de réfléchir à l'antispécisme, au féminisme, au je sais pas, néocolonialisme. En fait, on doit, genre, penser à tout ça.
toutes les luttes sont reliées, quoi. Il y a vraiment il faut les mettre ensemble pour que la lutte soit plus forte, quoi. Genre c'est en s'alliant et en liant tout qu'on sera plus fort contre ce qui nous opprime, quoi. Le mouvement contre la réforme des retraites. Plus ça, franchement, faut vraiment arrêter de faire les... En fait, il y a vraiment, dans notre génération, une espèce de fainéantise. On peut pas travailler, genre 2 ans de plus, qu'est-ce que ça fait? Bob, je fais un documentaire sur les étudiants d'extrême gauche et ça tourne très mal. Ça tourne au vinaigre, c'est ça. J'ai le seum pour la réforme, pour le mouvement, aussi, pour la réforme. J'ai le seum parce que c'était si bien. Moi, je en tant que non-français, j'ai vu ça, je pensais pas que c'était un truc possible, qu'autant de gens se mobilisent, qu'il y ait un mouvement si fort, qui démontre sa force et qui n'a pas servi à grand chose. Et j'attends que se passe quelque chose d'autre, parce qu'après il y a eu les émeutes, et qui était, même si d'autres matrices, un prolongement de la rage pour la réforme. Genre, à mon avis, les deux choses vont ensemble. Et là, moi, j'espère qu'il va bientôt se passer quelque chose d'autre. Ce qui est horrible, c'est qu'ils ont vraiment étouffé le mouvement. Genre, ils ont attendu qu'il meure de lui-même, quoi. Parce que ça a duré longtemps, quoi. Et on a notre prof sur l'idée de révolution, là, il avait dit que c'était la première fois depuis les Gilets jaunes qu'on arrivait à un semblant de dualité de pouvoir. Qu'il y avait enfin presque une dualité de pouvoir, quoi. Qu'il fallait juste un siège. Et voilà. Un siège d'une démocratie directe qui aurait été quelque part à Paris. Et il y aurait pu en avoir plusieurs en fait en France, ensuite ça aurait pu se développer. Et là, ça aurait pu naître vraiment complètement, et là on avait même carrément une chance de retourner la situation, tout simplement, parce qu'on aurait été une force concrète et matérielle contre le gouvernement. En dualité. Je trouve quand même que l'idée de la dualité de pouvoir, c'est lié au marxisme, dans le sens où c'est l'idée, dans la dualité de pouvoir, dans le siège dont tu parlais, il y a l'idée d'un État, un État socialiste qui se développe en fait, qui n'est pas, mais qui prend le pouvoir, qui prend le pouvoir politique et le renverse et écrase le pouvoir de la bourgeoisie. Et pour moi, ça dépend de la situation, ça dépend du niveau d'organisation des masses, des forces politiques. Mais quand ça parvient à renverser la tendance, c'est là que l'État bourgeois vacille, peut-être tombe, et que l'État socialiste émerge. Après, on peut appeler ça État socialiste, parce que je trouve doctrine, tu vois. Ou démocratie directe. Exact. Parce que la finalité, c'est l'organisation, moi je pense que l'organisation c'est important, l'organisation des masses en force politique. J'ai eu une discussion cet été avec des adultes, une dame qui me disait que tout le monde avait été hyper déçu des étudiants, genre, dans la réforme de retraite, qu'on n'avait rien fait, qu'on avait mis hyper longtemps à se bouger, qu'on n'avait pas du tout réussi à s'organiser, et qu'on n'avait pas du tout assez... Oups, quoi. Genre, j'ai l'impression c'est vrai qu'on a mis du temps à se mettre en route, quoi. À s'organiser, à être en vrai bloc. En 2 secondes, ils sont sur place, c'est impossible de rentrer, c'est impossible de... c'est sûr que c'est... Mais je pense qu'on pourrait... Si on s'organisait, on pourrait faire face aussi à ça, en s'organisant mieux et tout ça. Mais à mon avis, les étudiants sans les travailleurs ne se peuvent pas constituer comme subjectivité politique qui a des effets sur la réalité. Genre c'est juste des gens qui se parlent dessus et basta. Par contre, il fallait être plus devant les incinérateurs probablement. Mais on y était quand même. Genre c'était pas. Il faut se lier davantage avec le monde du travail, à mon avis. C'était le mot de la fin ? C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Clap.
Action. Jeune et passionné. Au pluriel. J'aime ces flâneurs contestataires. Inspirés par Marx et Baudelaire. Qui par leur belle littérature fragilisent les superstructures. Métro, boulot, dodo. Ils ont refusé. Mégot, philo, chaos. Ils vont imposer. Dans leurs humeurs, on sent l'ampleur du désespoir. Dans leur clameur, on sent la profondeur des histoires. À leur côté, on pourrait crier et mourir, assurément. Auprès d'eux, aimer, esquisser un sourire, paisiblement. Enflammé, lire avec eux, c'est pas tourner, mais arracher la page. Et dans mes pensées, grève, blocage, manif sauvage.